Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors vous êtes née à Nancy dans une famille de professeurs d'anglais qui rêvaient pour leur fille d'une école de commerce. Vous auriez donc pu siéger ce soir parmi ces financiers, même s'il n'y a pas que des financiers dans la salle. Mais c'est un journaliste qui a décidé de votre vocation, puisque je crois que c'est au lycée la lecture d'un article dans un magazine scientifique sur le climat et le carottage des glaciers qui vous a convaincu de faire un bac C. Alors en fait, c'était à l'époque, dans les années 80, vraiment les avancées des méthodes en sciences du climat, l'observation de la Terre depuis l'espace, la capacité à reconstituer les variations passées, notamment avec l'étude des carottages dans les glaces, et puis les débuts de la modélisation du climat. C'est ça en fait qui m'a vraiment motivée à aller dans ce domaine de recherche. Alors vous intégrez l'École centrale de Paris, puis vous soutenez une thèse sur, je cite, simulation du climat de l'Holocène moyen à l'aide de modèles de circulation générale de l'atmosphère, impact des paramétrisations. Donc ça, c'est de la physique des fluides et des transferts, mais quelques années plus tard, vous allez faire un effort de pédagogie assez sensible, on va en reparler. Les portes du CEA s'ouvrent à vous, vous y êtes climatologue, vous y devenez quelques années plus tard directrice de recherche, et puis vous participez au rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Vous en assumez la coprésidence à partir de 2015 jusqu'au mois de juillet. Vous êtes depuis revenu à plein temps dans votre laboratoire de l'Institut Pierre-Simon Laplace sur les sciences du climat. Et durant tout ce temps, donc, eh bien, vous plaidez la cause du climat et du changement climatique. Vous publiez dans des revues scientifiques, bien sûr, mais aussi dans des ouvrages grand public. Vous signez même des livres pour enfants, il y a déjà près de 20 ans, afin d'éduquer les jeunes générations aux enjeux du changement climatique. C'était bien avant la BD de Jean-Marc Jancovici qui vous a précédé l'an dernier à cette même place à l'occasion de ce dîner. On va voir d'ailleurs, vous n'avez pas tout à fait la même approche sur le sujet et les remèdes. Et ça va m'amener à la première question d'ailleurs, parce que le grand public vous a découverte en 2010 à l'occasion d'un débat télévisé face à Claude Allègre, ancien ministre, qui avait commis un livre intitulé « L'imposture climatique ». Et pendant 15 minutes, vous avez démonté ces arguments un par un. Et c'est une séquence d'ailleurs qui est toujours visible. Je vous invite à la visionner, c'est assez intéressant. Est-ce que 13 ans plus tard, vous considérez qu'on a réussi à démonter l'imposture climato-sceptique ? D'abord, la première chose, c'est mon engagement pour être là, pour intervenir dans d'autres contextes. C'est parce que j'ai pris conscience, même au moment où j'étais doctorante, il y a très longtemps, du fossé entre les connaissances scientifiques et puis la culture générale des gens autour de moi, de mes proches, de mes amis, de ma famille et de personnes dans différents contextes professionnels sur les sciences du climat. C'est vraiment ça, en fait, ce qui m'a motivée. Et effectivement, ce qui est extrêmement frustrant quand on est scientifique, rigoureux, qu'on joue le rôle de la publication scientifique, vérifier en permanence, construire un socle de connaissances rigoureux et robuste, c'est de savoir comment réagir face à différentes formes de désinformation, et notamment d'autres scientifiques ou de personnalités qui, par des petites phrases, suggèrent que cet état des connaissances scientifiques, donc le rôle des activités humaines sur l'augmentation sans précédent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, un réchauffement qui s'accentue, qui est inédit sur près de 2000 ans déjà, une accélération du rythme de montée du niveau de la mer, tout ça est solidement établi et pourtant, en permanence, en fait, peut être remis en cause. Alors l'exemple typique, c'est un sénateur américain qui se met avec une boule de neige et qui dit « le réchauffement, il fait froid ici ». Et pour répondre à ça, en fait, ça prend du temps. Et donc, il y a cet enjeu d'être capable de répondre aux idées reçues qui sont toujours là. Et les enquêtes d'opinion publique, EDF en rend une dans 29 pays, là, à nouveau, montrent qu'on a quand même à peu près 30% des gens qui pensent que soit il n'y a pas de changement climatique, soit l'influence humaine n'y est pour rien, malgré en fait un constat scientifique qui n'a fait que s'affiner depuis les années 80, qui était déjà là, une évolution qui avait été correctement anticipée par la physique, prix Nobel de physique d'ailleurs en 2021 à 2 climatologues pour la qualité de leurs travaux. Et donc ça pose la question de comment on arrive à mettre sur la place publique, dans la culture populaire, une compréhension des méthodes et puis des éléments factuels qui peuvent être partagés par tous et résister aussi à ce déni qui est très présent. Ne serait-ce qu'en regardant le nouveau président argentin qui a remis en cause complètement l'influence humaine sur le climat, alors que son propre pays
est touché par une intensification des vagues de chaleur, des situations de sécheresse qui sapent les rendements agricoles, qui sont un des vecteurs en fait, de l'activité économique, de l'emploi de ce pays. Alors, vous faites allusion à la sécheresse parce que oui, il y a des sceptiques, mais il y a des faits. Voilà, on constate, malheureusement, l'actualité nous fournit des exemples réguliers, les inondations dans le nord de la France, les sécheresses, les inondations en Libye, les incendies. Qu'est-ce que ces phénomènes nous disent aujourd'hui sur la vitesse du changement climatique et sur son irréversibilité ? Alors première chose, donc, le rythme du réchauffement planétaire, il a été encore plus marqué la dernière décennie qu'avant. Parce qu'en fait, le climat il réagit aux perturbations du bilan d'énergie de la Terre. Et donc, il a été piloté par l'augmentation des teneurs en gaz à effet de serre et d'autre part, par les progrès des politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air en réduisant les rejets de particules polluantes qui ont un effet parasol, notamment en Europe, en Amérique du Nord, plus récemment en Chine. Donc en perdant cet effet de masque, on a ce facteur qui joue dans le même sens que l'augmentation de l'effet de serre et qui entraîne un rythme de réchauffement encore plus important. Et par ailleurs, ce qu'on observe en conséquence directe d'un climat qui se réchauffe, c'est que ça va doper certains événements extrêmes. Donc je vais en décrire 3. Les extrêmes chauds sur Terre et en mer, en conséquence directe du décalage des températures moyennes. Deuxième effet, un climat plus chaud, c'est une atmosphère qui peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Donc ça dope les épisodes de pluie extrême. Et enfin, une atmosphère plus chaude, elle vide plus rapidement les sols de leur humidité et ça transforme un épisode de manque de pluie qui peut être banal en sécheresse beaucoup plus grave. Et donc ça, on l'observe de manière généralisée avec des pertes et des dommages. Donc on parle d'enjeux qui touchent à la capacité de travail physique en extérieur, avec des conditions très chaudes et très humides dans les tropiques. On parle de choses qui sapent les progrès des rendements agricoles, le potentiel de prise de pêche, qui exacerbent les situations de pénurie d'eau qui concernent quasiment la moitié de la population mondiale. Donc on est vraiment sur des choses lourdes. Et puis parmi les conséquences également de ce changement climatique dont les conséquences s'intensifient, la moitié des espèces étudiées sur Terre et en mer se déplacent. Lorsqu'on a des espèces qui se déplacent moins vite, qui n'arrivent pas en fait à garder leur aire habituelle climatique, eh bien on a en fait des dégradations d'écosystèmes et des mortalités de masse, notamment par exemple les coraux tropicaux, les gorgones en Méditerranée avec les vagues de chaleur, les arbres en France, 40% d'augmentation de la mortalité des arbres, dépérissement de forêt, et donc on perd aussi leur service. Donc par exemple en France, l'accroissement de la forêt captait 7% des émissions de CO2 chaque année, jusqu'aux années 2010, maintenant c'est 4. Donc on perd en fait l'aide que nous apportent les milieux naturels, c'est un service majeur. Deuxième exemple, les feux de forêt. Donc plus on a des conditions chaudes, sèches, plus on augmente les facteurs climatiques qui peuvent conduire à des incendies graves. C'est pas ce qui les déclenche, mais ça peut en fait les rendre plus facilement hors de contrôle, donc des durées plus longues, des saisons plus intenses, et puis des intensités plus fortes. Et les feux de forêt au Canada ont dégagé dans l'atmosphère l'équivalent de 2 ans d'émissions de l'ensemble des Canadiens, juste en un été d'incendie grave. Donc on voit en fait qu'on est sur des effets directs pour nous, mais aussi des effets sur les écosystèmes dont en fait on dépend pour un certain nombre d'aspects critiques. Donc vous me parliez de la question de l'aggravation. Et donc ce qu'on voit également, donc j'en parlais tout à l'heure, une partie du réchauffement est irréversible, il faut bien le comprendre. Puisque sur la chaleur qui ne part plus vers l'espace, on a le réchauffement de l'air, des sols, une fonte généralisée de tout ce qui est enneigé, en glacé, et puis le gros de la chaleur, 90% qui rentre dans l'océan. Donc l'océan, il joue le rôle d'accumulateur. Il absorbe une partie de cette perturbation, donc il limite le réchauffement de surface, mais par contre, il le rend irréversible à long terme, le temps que les masses d'eau plongent, ressortent et maintiennent un climat plus chaud. Donc le réchauffement actuel, on peut considérer qu'il est irréversible. Les glaciers vont s'ajuster à l'échelle de dizaines d'années, au climat d'aujourd'hui, même si on arrêtait le réchauffement, en fait. L'océan profond va continuer à gonfler à l'échelle de siècles. Et puis le Groenland, l'Antarctique, donc on a démarré leur perte de masse, multiplié par 4 depuis les années 90, le Groenland par fonte, et puis certains secteurs de l'Antarctique par glissement plus rapide, parce que l'océan plus chaud sape le rôle stabilisateur des parties flottantes en les disloquant. Donc ça, en fait, ça va se poursuivre. On a déjà acté, par les émissions passées, à peu près 1 mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles. C'est déjà acté.
Et les émissions à venir, elles vont rendre l'ampleur, la vitesse de montée du niveau de la mer plus importante, et à l'échelle de siècles et de milliers d'années. Donc on est sur vraiment un héritage à long terme de ce que l'on fait qui va saper l'habitabilité des régions côtières. Et les conséquences qu'on observe déjà, alors je vais les décrire brièvement, c'est une augmentation des inondations chroniques à marée haute, comme en Floride. C'est une augmentation de la salinisation qui touche la Nouvelle-Orléans, son approvisionnement en eau potable actuellement. Donc des enjeux de santé, de potabilité de l'eau. C'est une augmentation des records de niveau marin, puisque quand le niveau moyen monte et qu'on a la tempête du siècle, on atteint un niveau plus élevé qu'avant, ou le même niveau plus souvent. Donc on l'observe déjà, ça va s'intensifier. Et puis l'érosion des côtes sableuses, donc des questions d'habitabilité pour les littoraux qui concentrent de grandes villes, des infrastructures critiques, industrielles, portuaires, et à peu près 1 milliard de personnes. Donc on est vraiment sur la mise en mouvement de ces composantes lentes du climat qui va se poursuivre à très long terme, pour lesquelles il faut vraiment anticiper. Et puis dernière chose, votre domaine, c'est celui en fait aussi de l'anticipation des dimensions économiques, la stabilité financière. Donc on voit aux États-Unis, sur les incendies de forêt les plus extrêmes, les inondations, les assureurs privés qui se retirent, notamment de la Californie, de la Floride. Pour la Floride, c'est un enjeu de stabilité financière, c'est une évidence. Et puis le fait de toucher aux limites de l'assurabilité, on n'en est pas loin en France. 6 ans sur 7, la CCR en déficit sur le mécanisme CatNat. Les centrales de réassurance. Qui est un mécanisme intéressant parce qu'il mutualise le risque. Donc il évite l'effet exacerbation des pièges de pauvreté quand on n'est plus assurable. Mais d'un autre côté, il pèse aussi sur les finances publiques. On a 10 millions de maisons en zone argileuse qui sont fragilisées lors des sécheresses plus fréquentes, plus intenses. Le risque d'inondation est très important. On a construit en plaine inondable, beaucoup. Les plans de prévention des risques d'inondation n'intègrent pas un climat qui change aujourd'hui. Ils sont conçus en regardant le risque de débordement passé, mais pas les plus extrêmes qui s'intensifient, et pas encore la montée du niveau de la mer et ses conséquences. Donc on est en fait partout sur des situations qui commencent à devenir de plus en plus complexes, difficiles à gérer. Et si on n'arrive pas à agir sur les émissions de gaz à effet de serre à hauteur des enjeux, on est sur des risques graves en fait, qui vont s'amplifier. Et d'ailleurs, la France est plus exposée que la moyenne à cette montée des températures. Pourquoi ? Alors, on n'est pas les plus vulnérables. En fait, ceux qui sont les plus vulnérables, c'est ceux qui, c'est la moitié de la population mondiale, qui vit dans des contextes hautement vulnérables, qui n'a pas accès aux services de base, et donc qui n'a pas la capacité à rebondir, notamment après des pertes et des dommages dus aux aléas climatiques, mais pas seulement. Et donc nous, on n'est pas les plus vulnérables, mais par contre, on est très exposés. On est très exposé sur la partie climat méditerranéen, qui est un des points chauds du changement climatique. Sécheresse, extrême chaud, montée du niveau de la mer, ça pèse lourdement dans tout le pourtour de la Méditerranée. On est exposé en région de montagne. Donc vous savez, le dégel des sols gelés, le recul de l'enneigement des glaciers, ça affecte les profils de risques locaux. Par exemple, on a eu des pluies intenses récemment. Donc première étape, grande chute de neige. Par un cycle de l'eau plus intense parce que le climat est plus doux. Deuxième étape, pluie sur neige, qui fait fondre le manteau neigeux, et donc des débordements très rapides qui ont concerné l'Isère, la rivière qui va jusque Genève, avec des records de débit à l'échelle du siècle. Donc c'est un exemple. Et puis les parois gelées qui dégèlent et qui affectent les profils de risques locaux. Donc la montagne, deuxième enjeu. Les enjeux locaux, mais aussi le fait que l'enneigement, les glaciers, ça permet de stocker les précipitations d'hiver et les déstocker quand on en a besoin dans les cours d'eau. Là, on a le plus grand besoin d'irrigation ou de refroidissement en été. Donc, la perte en fait du manteau neigeux et des glaciers, ça va être une limite dure sur la quantité d'eau disponible l'été dans les fleuves approvisionnés par les régions de montagne. Donc, l'enjeu, c'est aussi anticiper, c'est tenir compte du fait que la ressource sera plus contrainte pour ne pas être en situation de gérer crise après crise à l'avenir. Et puis, tous les littoraux sont particulièrement concernés, et les outre-mer, vraiment en première ligne. Et vous avez certainement suivi la situation à Mayotte, donc période exceptionnelle de manque de pluie, température plus élevée qui vide en fait les réserves collinaires plus rapidement, besoin en eau plus fort dans un climat plus chaud. Et là, en fait, on en est à distribuer de l'eau potable en bouteille, les gens n'ont pas d'eau courante. Voilà, ça sape toute activité économique, et puis ça sape la santé, l'éducation et tout le reste. Donc vous voyez qu'on a cette exposition qui est importante et plus critique dans les territoires les plus fragiles.
Bon, alors tout ça est assez anxiogène quand même, mais le discours anxiogène est assez peu vendeur. Alors on peut décider de tout arrêter, manifestement les gens n'y sont pas prêts. Est-ce que, en voyant le verre plutôt plein, à moitié plein, quels sont les leviers d'action aujourd'hui qui vous semblent pertinents et efficaces pour essayer même si une partie du chemin est irréversible, de tenir les trajectoires? Moi, je pense que la première chose, c'est bien réfléchir au futur ingérable, pour vous, pour les endroits auxquels vous tenez, pour les activités auxquelles vous tenez. Projetez-vous en 2050. Là, on est parti sur dépasser 1,5 degré au début des années 2030 de réchauffement planétaire et 2 degrés autour de 2050, hein, sur la base d'une action pour le climat qui est là, qui monte en puissance, mais qui n'est pas encore à hauteur des enjeux. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, l'année record en France, 2022, c'est 2,9 degrés de plus que le climat pré-industriel en France. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est l'année normale, l'année moyenne. Donc préparez-vous aux années records exceptionnelles de 2050 et réfléchissez à ce qui sera gérable ici et ailleurs, sur les filières d'approvisionnement, sur la stabilité de nos sociétés, en fait, hein, parce que c'est ça l'enjeu. C'est aussi la stabilité de nos sociétés, pas uniquement à l'angle financier, mais aussi à l'angle de personnes qui vont être de plus en plus affectées par ces caractéristiques d'un climat qui change et leurs conséquences sur le fonctionnement des sociétés. Et je pense que cet aspect-là, il est fondamental, parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, on a une action pour le climat qui a porté ses fruits. On a évité d'émettre plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas les exclure, mais elles sont moins plausibles, même s'il y en a beaucoup qui essayent de saper la vitesse des transformations. Par contre, on est plutôt sur une phase d'émissions mondiales de gaz à effet de serre qui, dans le meilleur des promesses, si elles se réalisaient toutes, commencerait tout doucement à diminuer à horizon 2030, de peut-être quelques pourcents. C'est pas ce qui est nécessaire en fait. Si on veut limiter le réchauffement à un niveau très bas, largement sous 2 degrés, proche d'1,5 degré, donc éviter des situations ingérables, préserver aussi les autres formes de vie, la biodiversité et tout le reste, il faudrait une baisse de l'ordre d'un quart à quasiment 45% entre maintenant et 2030. Donc on voit qu'il y a un effort qui est là, qui a porté ses fruits, mais qui n'est pas encore suffisant, et l'enjeu c'est accélérer. Et peut-être que moi, ce qui me rend positive, c'est l'évaluation des leviers d'action. Et il y a un potentiel technique qui peut permettre de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre en répondant aux besoins de base de toutes et tous. Il est là le potentiel technique. 3 grands leviers d'action. S'appuyer sur les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone, les préserver, les restaurer. Deuxième volet d'action, la maîtrise de la demande, efficacité, sobriété. Important parce que si on continue à avoir cette surconsommation, en fait, on aura des systèmes de production tellement lourds qui seront plus difficiles à transformer rapidement. Et puis après, l'innovation technologique. Et pour que ça se réalise, il y a besoin de réorienter les financements. Ça, c'est vraiment la condition clé. Dans tous les secteurs d'activité, notamment vers les pays où il y a les besoins d'infrastructures, les besoins de développement les plus forts, parce que c'est là où les besoins de financement sont les plus importants en réalité. Et c'est plus facile parfois d'agir quand on met en place des nouvelles infrastructures que de transformer l'existant. Donc c'est peut-être aussi là où on peut avoir des gains particulièrement rapides. Et puis on sait aussi ce qui peut fonctionner en termes de gestion de risque, en termes d'adaptation, même si là on a des vraies difficultés. Donc on parlait de l'action des entreprises, des indicateurs finances durables, performance d'entreprise, c'est très faible sur le volet adaptation. Vraiment très faible. La partie risque physique, en fait. Arriver à mieux mesurer l'exposition, la vulnérabilité, la capacité de réponse. Et on voit là toute l'activité économique qui a affecté la vallée du Pô quand le fleuve était à sec. Toute l'activité économique du nord de l'Italie se ralentit. Je crois que le débit du Rhin très faible récemment, c'est à peu près 1% du PIB allemand qui est touché. Donc on voit qu'on est sur des sujets importants à l'angle de la décision économique, de la résilience en fait, des systèmes de production et d'activité. Vous avez évoqué la biodiversité qui est un sujet qui intéresse de plus en plus les investisseurs aussi. Comment on mène des actions climato-compatibles sans avoir des effets pervers sur la biodiversité, parce que l'un et l'autre ne vont pas forcément ensemble? Alors la première chose, c'est arrêter avec tous les trucs de compensation carbone qui ne fonctionnent pas. Faut vraiment le dire, ça fait joli, tout le monde aime bien les arbres et tout ça, mais ça ne marche pas. En fait, il y a des vrais problèmes de fiabilité des outils de suivi.
Et puis on voit bien que les projets qui sont financés ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire enlever du CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère et le stocker de manière durable. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire pour arrêter avec ce côté-là, qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Après, donc, ce qui est identifié assez clairement, c'est donc, notamment le GIEC avec son alter ego qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent, qui fait l'évaluation des connaissances scientifiques sur les écosystèmes et la biodiversité. Il montre qu'il y a des enjeux à préserver tout particulièrement les endroits qu'on appelle des points chauds de stockage de carbone et de diversité biologique. Les forêts primaires, les écosystèmes côtiers, les écosystèmes endémiques qu'on trouve dans des endroits assez uniques. On a des enjeux aussi à penser la biodiversité différemment, c'est-à-dire pas avoir des aires protégées où on limite l'emprise humaine dans des endroits un peu particuliers, mais au contraire avoir des espaces partout qui donnent de la place aux vivants, donc dans les grandes cultures, donc dans les zones agricoles, en ville. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour préserver le vivant, il faut l'aider à se déplacer à hauteur d'un climat qui se réchauffe. Et donc le penser autrement, ça fait partie des points clés de l'accord cadre de Kunming-Montréal, qui a été ratifié l'année dernière et qui porte sur justement les engagements des États pour la biodiversité. Et puis dernière chose, il y a des dilemmes. Alors je crois que ça s'appelle les dilemmes vert-vert, c'est-à-dire des leviers d'action pour le climat qui peuvent se révéler avoir des effets destructeurs pour la biodiversité. Et donc là, il y a vraiment des enjeux à avoir le bon tableau d'indicateurs pour essayer d'éviter de créer des dégradations supplémentaires si l'on veut agir pour le climat. Il y a des exemples qui marchent bien. Ne pas mettre des éoliennes ou des champs d'éoliennes sur les trajectoires de migration les plus connus, avoir des systèmes qui effarouchent les oiseaux, les chauves-souris et tout le reste. Ça peut être aussi sur le photovoltaïque, privilégier l'installation sur le bâti existant, les zones déjà artificialisées, et puis en préservant au maximum les activités agricoles et les forêts, et pas substituer l'un à l'autre, évidemment. Donc là, il y a des choses en fait qui commencent à émerger, notamment sur les retours d'expérience, qui montrent qu'elles peuvent être les meilleures pratiques. Et puis on sait que pour la transition énergétique, notamment, il y aura besoin de nouveaux matériaux. Il y aura besoin de matériaux, notamment le cuivre, par l'électrification bas carbone, qui va se substituer à d'autres formes d'énergie, qui va être très demandeuse en cuivre. Puis après, d'autres matériaux selon les énergies renouvelables, les batteries et tout le reste. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui est l'élargissement du devoir de vigilance aux investisseurs sur les filières d'approvisionnement, parce qu'on voit, il y a des exemples un peu partout, de conditions d'utilisation, de développement de mines qui sont absolument non soutenables sur les pollutions locales, et aussi sur les droits humains, la santé en fait, des personnes concernées. Et donc là, il y a, je pense, une possibilité d'infléchir les projets de mines en mettant la pression sur ces aspects-là, de manière à favoriser l'exploitation la plus soutenable possible pour répondre aux besoins qui sont là. Les entreprises adorent le devoir de vigilance. Alors, je sais, c'est pour ça que j'en parlais. En fait. La COP 28, c'est dans quelques jours, chez un grand producteur d'hydrocarbures, comme chacun sait. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous en attendez encore quelque chose de ces grandes réunions ? Au moins, les conflits d'intérêts sont visibles. Et il y a un enjeu, notamment à ce que tous les lobbyistes du secteur des énergies fossiles soient reconnus explicitement dans la participation au COP, parce que souvent ils sont dans les délégations des pays ou dans des délégations d'ONG, et c'est un vrai problème qui a été montré très clairement à la COP 27 et qui sera probablement aussi le cas à la COP 28. Les points de vigilance sur la COP 28, c'est justement sur un acteur de la diversification économique, comme les Émirats, qui est aussi un grand acteur des énergies fossiles, peut-être l'un des rares facilitateurs qui puisse amener une décision plus explicite sur les énergies fossiles qu'avant, dont les mentions étaient élusives, essentiellement un ralentissement de l'utilisation du charbon. Et donc les points de vigilance, c'est notamment la mention du terme abattement ou pas abattement associé aux énergies fossiles. Pourquoi est-ce que c'est un point de vigilance ? Parce que bien sûr, dans certains secteurs, on aura besoin de pouvoir capter, stocker du carbone, mais on voit bien que sur le potentiel lié aux énergies fossiles associé à cela, il y a eu beaucoup de promesses, très peu de projets qui se réalisent. Leur viabilité économique est complexe. Souvent, c'est utilisé pour ressortir du gaz ou du pétrole en récupérant le CO2 d'une centrale à charbon à côté. Bon, ce n'est pas complètement satisfaisant en termes de décarbonation. Et puis la question qui se pose, c'est la compétitivité de systèmes énergie fossile avec captage et stockage
par rapport aux énergies renouvelables. En fait, est-ce que c'est pas monopoliser des investissements sur une sorte de mirage aux alouettes plutôt que d'aller plus vite sur des solutions qui montent en puissance, comme le rapport de l'Agence internationale à l'énergie le montre, hein. Les investissements maintenant qui se déplacent vers les renouvelables assez nettement, puis les autres aspects technologiques dont on sait qu'ils vont être efficaces pour éliminer des émissions. Alors, l'autre chose, donc oui. il y a quand même d'autres engagements qui sont intéressants. Donc les choses nouvelles pour la COP28, ça va être peut-être un engagement à tripler les capacités de production renouvelables, un enjeu sur doubler les gains en termes d'efficacité énergétique. Bon, ça c'est important, hein, il n'y a pas de question. Un point de vigilance sur la partie alimentation, système alimentaire, parce qu'on a des enjeux importants sur l'évolution des pratiques alimentaires, des pratiques, on va dire, multiples hein, d'agroécologie qui permettent de stocker davantage de carbone dans les sols. Ce n'est pas forcément à cet angle-là que c'est pris actuellement. Et puis une chose intéressante aussi, c'est la première fois que dans une COP, il y a une journée consacrée à la santé. Alors je vais essayer de le dire de manière rapide. Pour moi, une action résolue pour le climat et une politique de santé publique. Améliorer la qualité de l'air, améliorer le confort thermique, plus de mobilité active, une alimentation plus saine, ce sont des politiques de santé publique. Donc on peut avoir des actions résolues pour le climat où on s'appuie au maximum sur ce type de co-bénéfices. Et d'un point de vue macroéconomique, ce qui est montré, c'est que les gains sur les dépenses évitées de santé publique, quand on améliore la qualité de l'air, sont à peu près égaux au montant des investissements pour décarboner. Et bien sûr, ce n'est pas les mêmes postes de dépenses, hein, ce n'est pas les mêmes acteurs qui s'occupent des différents aspects. Mais je pense que cet aspect-là, il est important. Et on voit monter en puissance un engagement notamment de tous les soignants en fait, hein, dans les systèmes de santé, qui souligne les risques graves pour la santé publique liés au changement climatique, et qui poussent aussi, de leur point de vue, en fait, hein, à une action plus résolue, qui est aussi l'adaptation des systèmes de santé, un point important, pour permettre de limiter, bien sûr, les atteintes aux personnes. Et peut-être certains d'entre vous ont fréquenté des hôpitaux fin août ou début septembre. Vous voyez bien, en fait, hein, les enjeux, même en France, à 40 degrés, on a du mal à assurer un minimum de soins de qualité hein, dans ce type d'établissement. Ça montre bien les questions qui sont posées. Alors j'ai une dernière question qui concerne des régions dont on parle assez peu, ce sont les pôles, qui sont pourtant essentiels aux équilibres de la planète. Et on voit derrière toutes ces questions qu'il y a des questions géopolitiques, évidemment aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la géopolitique des pôles et est-ce qu'elle permet une gouvernance efficace de ces régions ? C'était un des objets du One Planet Summit sur les pôles et les glaciers, qui était vraiment important parce que c'était la première rencontre à haut niveau intergouvernemental, avec le constat scientifique, le rôle notamment des opérateurs logistiques, le rôle d'autres acteurs, et puis une vision partagée par des États qui dépendent directement ou indirectement en fait, hein, de ce qui se passe du côté des pôles. Donc, ce que je peux dire, c'est que du côté de l'Antarctique, pour l'instant, notamment grâce à Michel Rocard, hein, on a le traité de l'Antarctique hein, qui en fait une terre de paix et de science hein, depuis les années 60 et prolongé jusqu'en 2040 avec le protocole de Madrid. Et j'ai été invitée à intervenir à la réunion des parties du traité de l'Antarctique en juin dernier en Finlande. Et ce qui était très frappant, c'est en fait ce cadre multilatéral, il est fragile. Et il est fragile notamment parce qu'on a d'abord l'incapacité à préserver cet endroit, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre affectent aussi ce qui se passe en Antarctique. On commence à discerner l'émergence d'un réchauffement amplifié. C'était déjà le cas en Arctique, on commence à en voir les premiers signes. On a à peu près 2/3 des plateformes flottantes qui sont fragilisées. On a eu une accumulation de chaleur dans l'océan austral qui récupère à peu près 45% de ce qui part plus vers l'espace, donc c'est colossal. La banquise antarctique qui commence à montrer depuis 2016 hein, des années de faible extension, vraiment spectaculaires, notamment l'année dernière et cette année. Et là, les risques, c'est des pertes irréversibles de biodiversité unique, hein, des échecs de reproduction de colonies de manchots, par exemple. Et donc ça, si on n'y arrive pas à préserver l'Antarctique, c'est l'échec de l'aspiration de ce traité qui visait à protéger l'environnement. D'autre part, on a une augmentation des pressions locales, notamment pour exploiter le krill. Donc le krill, hein, c'est une sorte de petite crevette locale qui est à la base de la chaîne alimentaire, donc qui est essentielle pour les écosystèmes locaux, qui jouent aussi un rôle dans le stockage de carbone. Et c'est exploité commercialement pour l'industrie cosmétique et aussi comme base de protéines pour l'aquaculture, par exemple. Donc là, en fait, on voit bien notamment la Chine et la Russie qui essaient de fragiliser le traité de l'Antarctique pour les activités de pêcherie. On a aussi un tourisme un peu de la dernière chance, vous savez, qui se développe. Donc 100 000 touristes par an en Antarctique, c'est dramatique.
dramatique parce que ça a une empreinte carbone démesurée et parce que ça augmente les invasions d'espèces apportées par les bateaux, par les passagers. Donc ça fragilise encore plus les écosystèmes locaux. Et là, on voit bien des pressions commerciales qui s'exercent au détriment de la protection. Et du côté de l'Arctique, donc on n'a pas de gouvernance de l'Arctique, on a le Conseil de l'Arctique des pays riverains, une montée en puissance notamment des acteurs des pêcheries asiatiques qui se positionnent et des voies commerciales internationales, je pense à Singapour, qui se positionnent comme observateurs au traité de l'Arctique. C'est un des endroits avec le recul de la glace de mer où on peut avoir de nouvelles routes commerciales, avec les risques associés d'ailleurs. C'est un des endroits où on peut avoir éventuellement un potentiel de prise de pêche nouveau, alors qu'il diminue dans les régions tropicales. Donc là, c'est des enjeux nutrition, protéines issues des produits de la mer, sécurité alimentaire. Et puis, c'est un des endroits où il y a éventuellement des possibilités aussi d'exploitation de réserves d'hydrocarbures. Alors, ça n'aide pas du tout à stabiliser le réchauffement, mais ça suscite des intérêts économiques. Et pour l'instant, le cadre international sur l'Arctique, il a les conséquences majeures de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où les choses sont plutôt gelées, en fait, en ce moment, sur le cadre multilatéral de discussion. Bien, mais merci pour ce panorama. On peut peut-être prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y en a. Donc j'espère vous avoir fait sentir la gravité de la situation, l'urgence à changer d'échelle, mais aussi la capacité à agir qu'on n'a pas développée, mais qui est extrêmement importante. Ça, le point. Bertrand. Et qui donne sens aussi à vos implications dans la soutenabilité. Merci beaucoup de cet apéritif. En tout cas, j'ai trouvé que c'était roboratif et très très juste. Alors par métier, moi j'investis beaucoup dans les pays émergents en développement et je vois une ligne de fracture sur ces questions-là. J'en parlais un peu à l'apéritif. J'ai même découvert cette semaine le terme de colonialisme vert. Sur le thème, c'est quand même vous qui avez massacré le budget carbone, c'est vous qui nous imposez des règles, c'est vous qui ne nous financez pas. Et on voit bien qu'on peut faire des efforts en France. Et d'ailleurs, les Français disent, si je fais des efforts et que les Indiens ou les Brésiliens ou les Chinois n'en font pas, pourquoi j'en ferai? Donc ça crée un malentendu complet. Et on voit bien que ça va se cristalliser encore sur le fonds pertes et dommages. Ça va se cristalliser sur notre incapacité, peut-être qu'on va y arriver cette année, à toucher les 100 milliards. Et ça ajoute à la fracture mondiale. Donc je ne sais pas comment, dans votre perspective, vous mettez ces pays dans la réflexion. Oui, bien sûr, ils jouent un rôle majeur. Puis ils hébergent la majorité de la population mondiale et la majorité de la jeunesse aussi dans le monde, avec une aspiration au développement qui est très forte. Donc je pense que les points clés, c'est dans les pays du Nord, on percevait souvent les enjeux climat plutôt comme un enjeu de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et on n'a pas tenu les engagements qui étaient pris avant, donc on le fait lentement. Du coup, on se décrédibilise quelque part. Et même avec l'invasion de l'Ukraine, on se rue sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, ce qui freine en fait la sortie du charbon dans d'autres régions du monde. Donc on se décrédibilise aussi de ce point de vue-là. Par contre, on n'avait pas bien anticipé à quel point on est exposé aux conséquences d'un climat qui change, avec une vulnérabilité qui est là. Et donc on a parfois une faible perception de risque et un retard sur l'adaptation aussi. Dans les pays du Sud, la prise de conscience d'un climat qui change, elle est forte. Les gens sont touchés de plein fouet, en fait. Par exemple, le PIB de l'Afrique, on dit qu'il a perdu 4 points, ne serait-ce qu'avec les vagues de chaleur récentes, l'augmentation du PIB en Afrique. Et ça, les gens le voient. Donc il y a une prise de conscience qui est plus forte, mais avec cette idée que dans les pays du Sud, l'enjeu, c'est l'adaptation, les financements du Nord, et puis on va pouvoir émettre plus, puisque historiquement, on a peu contribué et que l'empreinte par personne est faible. Donc vous voyez, c'est des visions en fait, du monde qui peuvent être contradictoires par rapport à l'enjeu de réduire massivement. Ce que je note, c'est aussi une attente très forte, exprimée notamment par l'Inde et d'autres, de faciliter le transfert de technologies propres, parce qu'il y a des obstacles douaniers, il y a des obstacles sur les brevets aussi, qui freinent en fait la capacité à utiliser ou à commercialiser les technologies propres plus rapidement. Et puis la dernière chose que je voulais mentionner, c'est l'augmentation des pertes et dommages, qui est un fait. Ça, c'est un vrai enjeu, parce que quand vous avez une dévastation de vos infrastructures et que vous devez les reconstruire, vous perdez une capacité à construire d'autres visions à plus long terme. Et là, il y a aussi un enjeu qui est délicat à reconstruire mieux, c'est-à-dire reconstruire plus résilient, plus décarboné. Et il n'y a pas forcément cette attente des gouvernements des pays du Sud qui veulent juste avoir des fonds disponibles rapidement, pas forcément avec ces conditions-là.
Et dernière chose, sur la partie colonialisme vert, je l'entends aussi, et notamment le sujet le plus sensible, c'est l'accaparement de terres, qui est frappant. Donc des pays qui n'ont plus de capacité de production alimentaire et qui vont donc privatiser des terres au détriment des droits fonciers locaux dans d'autres régions du monde, avec une grande vigilance sur la partie solution fondée sur la nature, qui est aussi perçue comme un risque croissant d'accaparement de terres, ou de dicter l'usage des terres à d'autres régions du monde qui ont déjà subi ça. Bien, merci. Je suis désolé, on va devoir. On est déjà un peu de retard sur le planning. En tout cas, merci beaucoup pour ce panorama très complet du sujet. Vous pouvez l'applaudir.